Yes! Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Donc, si vous êtes ici, c'est pour regarder une série sur les pirates. J'ai mis mon beau chapeau et je suis prêt à vous faire cette super vidéo. Donc déjà, pour commencer, dans les années 1650 à 1730, la Caraïbe fut témoin de l'âge d'or de la piraterie. Même si cet âge d'or n'aura duré que quelques décennies, elle aura marqué l'esprit de chacun jusqu'à nos jours. L'âge d'or des pirates se passa la plupart du temps durant la guerre de succession d'Espagne. Fait intéressant à savoir. D'ailleurs, on expliquera dans une autre vidéo ce qu'est la guerre de succession d'Espagne et ce qu'elle a engendré. Bon, pour commencer, on va faire un point culture G, car je suis sûr que la plupart d'entre vous se posent la question s'il y a une différence entre pirates, flibuste, forban, boucanier, corsaire. On va voir déjà tout ça ensemble, on va poser les bases. Parce que malgré la grande similitude, la plupart du temps, ces termes sont bel et bien différents et désignent des personnes ou des personnages bel et bien différents. Okay, let's go. Alors les pirates, déjà pour commencer, un pirate est sans foi ni loi. Il est normalement rattaché à aucune couronne ou aucun pays. Il parcourt les mers et se permet de piller tous les navires marchands qu'il croise. La plupart du temps, les pirates sont de grands utopistes qui rêvent de liberté. Ils sont pour la plupart non violents et essayent d'utiliser le moins possible la force. Alors que dans l'inconscient collectif, on pourrait croire le contraire. Même si vous allez le voir, dans certains cas, on a affaire à de vrais psychopathes. On les reconnaît sur les mers car ils abordent leur fameux drapeau, le Jolly Roger, le fameux drapeau pirate. Et ils sont aussi de grands buveurs de rhum, de tafia, comme ils disaient à l'époque. Les pirates mettaient du rhum dans de l'eau afin de faire en sorte qu'elle ne croupisse pas. Donc je vous laisse imaginer le truc, ils devaient être fracassés tout le temps les mecs. C'est un peu les punks à chiens de l'époque, quoi. Ensuite, on va parler des corsaires. Qu'est-ce que c'est un corsaire? Parce qu'on entend tout le temps parler, il y a même une compagnie aérienne qui porte ce nom, mais on sait pas vraiment ce que c'est un corsaire. C'est quoi? C'est un pirate, me direz-vous? Eh ben on va voir ça tout de suite. Au départ, la plupart des pirates étaient des corsaires. On leur administrait une lettre de marque et étaient engagés par la plupart des rois de différents pays comme la France, l'Angleterre ou la Hollande par exemple. Ils avaient pour but de piller les navires ennemis durant les guerres coloniales. Mais lorsque les guerres étaient finies, on leur adressait une missive leur demandant de stopper leur activité de corsaire. Certains acceptaient, d'autres non. Ceux qui décidaient de continuer leur activité de forban devenaient alors des pirates. Maintenant, on va parler des flibustiers. Déjà, regardons l'étymologie du mot flibuste, qui viendrait de l'anglais flibutor, qui désigne quelqu'un qui fait du libre pillard ou qui fait du butin librement. Un flibustier est souvent un marin un peu perdu qui a rejoint l'île de la Tortue, donc Tortuga, tout le monde la connaît dans l'histoire des pirates, c'est dans l'inconscient collectif. Tortuga? Tortuga. D'ailleurs, cette île se trouve non loin de l'île d'Hispaniola, actuelle Haïti. Ils étaient alors dirigés par Pierre Belin d'Esnambuc. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, ou rien du tout, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Donc ce Pierre Belin d'Esnambuc, il vient de dégager les Espagnols de cette dite île, parce que oui, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde détestait les Espagnols. Il décide de mener des actions avec ces fameux flibustiers en mer, avec de fausses lettres de marque, donc se faisant passer pour des corsaires. Donc c'est-à-dire que en gros, ils étaient à mi-chemin, les flibustiers, entre des pirates et des corsaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils viennent soit de l'île d'Hispaniola, soit l'île de la Tortue qui est juste au-dessus. C'est ce qui fait un peu leurs caractéristiques. Bon, maintenant, on va parler des boucaniers. Pour les boucaniers, c'est à peu près la même chose que pour les flibustiers. Donc souvent, c'est des marins un peu perdus, des esclaves en fuite, des nobles déchus, des déserteurs, des naufragés, qui eux-mêmes décident de s'installer sur l'île de Saint-Domingue, mais qui deviennent sédentaires. Donc qui décident de poser entre guillemets leur valise sur l'île, ne plus prendre la mer. Ils vivent alors de la chasse d'animaux sauvages comme le bœuf et le cochon sauvage également, dont ils boucanent la viande afin de la préserver, afin de pouvoir la garder plus longtemps. D'ailleurs, cette technique est encore assez courante dans la Caraïbe, plus précisément à la Martinique, d'où je viens, vous l'aurez peut-être compris au niveau du décor. Non. On retrouve là-bas le poulet boucané, qui est pépitaresque, je tiens à le dire. Tu prends un poulet boucané avec du riz, une sauce chien, mamma mia, c'est trop bon. Bon, ce n'est qu'ensuite que ces boucaniers décident de mener des actions de piraterie. D'ailleurs, ils vont rejoindre les flibustiers et faire une sorte d'alliance, où ils vont effectuer de la contrebande, de la piraterie, des fausses lettres de marque se faisant passer pour des corsaires. D'ailleurs, cette alliance donnera le nom des Frères de la Côte, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et oui, petit fait historique important,
important, c'est que les boucaniers étaient souvent réputés pour leur précision de tir, et qui donc, lorsqu'ils ont entamé leur activité de piraterie, étaient souvent les hommes qu'on plaçait en haut d'un mât. Vu qu'ils étaient forts en tir, ils pouvaient se permettre de dézinguer tous les mecs qui étaient en bas sur le navire ennemi. Passons. Bon, maintenant qu'on a posé les bases sur ce qu'était un pirate, ou les nuances entre un pirate, un corsaire, boucanier, flibustier, on va pouvoir entamer l'histoire d'un Français bien connu de tous. Donc, attachez vos cabris, ça va péter! Péter! Et stop! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tout le monde prenne le temps de s'abonner à la... Vous savez, juste en bas de votre écran, il y a un petit bouton rouge avec marqué s'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Allez, je compte sur vous les amis. Olivier Levasseur, alias Labuse. Mais qui est Labuse? Ce pirate, né à Calais dans le nord de la France, a fait beaucoup parler de lui. Je parle comme si j'étais un Italien. Maquet, tu veux connaître Labuse? Maquet. Nique ta mère. L'histoire raconte qu'il s'est fait enrôler à l'âge de ses 15 ans sur un navire corsaire, qui d'ailleurs aurait peut-être appartenu à son oncle, on ne sait pas. Donc corsaire, si vous avez bien suivi, il a reçu une lettre de marque délivrée par la couronne de France pour aller piller tous les navires ennemis durant la guerre de succession d'Espagne. Bref, passons, vous avez bien compris. Donc, quelques temps plus tard, il se retrouve dans les Antilles, il continue ses petites activités de corsaire. Au bout d'un moment, il reçoit la fameuse lettre, la missive, lui demandant d'arrêter ses activités de corsaire. C'est à ce moment-là qu'il refuse, et il devient automatiquement, aux yeux de tous, un pirate. Il décide donc d'aller s'installer sur l'île de la Tortue, au large de Saint-Domingue, où il se fait enrôler sur un bateau, le Postillon. Il organise une mutinerie sur ce même bateau, et fait mettre au fer le capitaine. Mais il lui manquait, afin de commencer ses activités de pirate, pas mal d'hommes, donc il décide de se rendre à la Martinique afin d'enrôler une trentaine d'hommes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que sa fameuse carrière de forban commença. En 1715, Olivier Levasseur, alias Labuse, attaqua un navire français qui, dans ses mémoires, écrivit que le Postillon, le fameux navire de Labuse, abordait un pavillon noir avec une tête de mort, 2 os croisés et des taches de larmes parsemées sur tout le navire, qui signifiait à ses ennemis qu'il n'y aurait pas de quartier s'il y avait résistance. Une fois son équipage constitué, Labuse décide de se rendre à Nassau, à New Providence dans les Bahamas, où il rejoint le Flying Gang, où dedans on va retrouver Edward Teach, alias Barbe Noire, Bellamy, qui est un pirate très connu, et Hornigold. En gros, c'est un peu le gratin des pirates de l'époque. Et oui, rappelons-le aussi que New Providence, Nassau, aux Bahamas, c'est le chef-lieu de la piraterie de l'époque également. C'est un peu le, je sais pas, leur squat, on va dire. Plusieurs mois durant, le Flying Gang pille tous les navires marchands qui croisent au large de Saint-Domingue, accumulant moult et moult trésors en tout genre. Ce n'est que quelques temps après, en janvier 1719, que Labuse décide de s'engager en tant qu'officier, simple officier, sur le Rising Sun, le puissant navire de William Hodey, et de partir en direction de l'océan Indien, sur l'île de Madagascar, qui était considérée comme le dernier bastion de la liberté pour les pirates à l'époque. Le 8 avril 1721, après plusieurs aventures dans l'océan Indien, il décide d'accoster sur l'île Bourbon, l'actuelle Réunion, ça doit vous parler, où il apprend qu'un navire portugais, qui vient de subir de lourds dégâts à cause d'une tempête, vient d'accoster, que ce même navire est rempli de trésors. Ni une ni deux, Labuse décide d'aller attaquer ce navire portugais rempli d'or, de bijoux, d'argent et de rivières de diamants. Les chercheurs affirment que c'est la plus grosse prise de l'histoire de la piraterie. Ils estiment le montant du butin à 5 milliards d'euros actuels. Après ce fait d'armes légendaire, Labuse décide tout bonnement de se ranger. Il décide d'arrêter les actes de piraterie et de s'installer sur une petite île au large de Madagascar nommée Sainte-Marie. Il devient alors simple pilote pour les navires européens de passage. Jusqu'au jour, en 1930, alors qu'il manœuvre un bateau, il se fait reconnaître par le capitaine Dermite, un riche négrier, qui le reconnaît et le fait aussitôt mettre au fer et rapatrier sur l'île Bourbon, non loin de là. Le procès de Labuse fut très bref, et il fut directement condamné à la pendaison. La légende raconte même que pendant que les gardiens le traînent jusqu'à la potence, Labuse lança « Avec tout ce que j'ai caché ici, je pourrais racheter l'île ». Il se fait ensuite conduire jusqu'à l'échafaud, où juste avant de se faire pendre, il cria, tout en jetant un papier dans la foule « Mon trésor! À qui sera le prendre ?» Le 7 juillet 1730, à 17 h, Labuse meurt pendu haut et court comme la tradition l'exige. Mais son histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Le cryptogramme que Labuse venait de jeter dans la foule avant de se faire pendre intrigua énormément de monde. Et à partir de là, une énorme chasse au trésor commença dans toute l'île,
et même dans tout l'océan Indien. Et ça fait 300 ans que ça dure, sans que le trésor n'ait été officiellement retrouvé. De nos jours, je ne sais pas si le trésor est encore recherché. Ce qui, entre parenthèses, ne m'étonnerait pas tellement l'humain est avide d'argent. Et bon, j'avoue que 5 milliards d'euros actuels, on est d'accord, si vous le trouvez, n'hésitez pas à partager. Je veux cet argent. C'est mon argent. Mais en tout cas, le trésor fut longtemps activement recherché. Dans les années 70, beaucoup d'expéditions ont été menées afin de le trouver, notamment dans les Seychelles, où un local, commandité par un riche américain, décida de vouer sa vie à la recherche du trésor en suivant les traces de son père en vain. Et donc oui, je reviens sur le trésor. Si un jour vous arrivez à le trouver grâce à mon histoire, bah n'hésitez pas à me faire signe. 5 milliards, allez, vous me donnez de quoi acheter une lumière bleue pour balancer derrière et faire un plus joli fond, ça me dérange pas. Hein. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, comme dit juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Et d'ailleurs, je fais appel à vous car je viens de lancer un compte Tipeee qui permet de me donner un pourboire. D'ailleurs, ça existe pour la plupart des créateurs YouTube. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un don de 1 euro, ou même 50 centimes, ou même 10 centimes. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Ma mère est si pauvre que quand elle voit un écran d'ordinateur, elle fouille dans la poubelle. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao! Eh oui, longue vie aux océans!